Je suis au top. Ah. Je peux pas faire mieux. Bon, bah, si t'es au top, si t'es au top, tout va bien. On est là pour parler de la meilleure partie. Celle que tout le monde attend. Laquelle ? À ton avis ? Ça va parler cul, là, je sens. Bah oui, bien sûr. Moi, c'est l'une des questions qui m'est le plus revenue. Ah bon ? Ah ouais. Ah bon, d'accord. Bah, génial. Pas toi ? Non. C'est marrant. Moi, les questions qui me sont beaucoup revenues, c'était sur l'autre. La relation à l'autre. À l'ex-mari ou à l'ex-compagne. Ça viendra plus tard. Oui. Là, on est là pour parler plutôt de cul. De boules. Pas que de boules, mais bon. Pas que de boules, effectivement. Mais là, c'est ton côté féminin qui parle. Hein. Ouais. On va aussi parler de sentiments. Je n'ai pas dit ça. Non, moi j'ai dit on peut parler de Tito aussi. Ouais. Ah. Ok. Comment moi, l'une des questions qui m'est le plus revenue. Par où commencer ? Moi, l'une des questions qui m'est le plus revenue, c'est comment ça s'est passé dans ta vie pour retrouver une nouvelle vie sexuelle alors que t'étais dans un couple depuis 25 ans. Ouais. Quand j'ai parlé du fait que je divorçais, que je me séparais et tout. Et en fait, avant de parler de ça, je crois que le truc qui est marrant aussi à raconter, c'est le décalage qu'il y a pu y avoir entre le moment où j'ai été en couple en 1995. Au siècle dernier. Effectivement. Ok. Et One point. Et début 2020, frère. Ouais. Tu vois, ouais. vraiment où. Ouais. Entre-temps, bon, je n'ai pas consommé les applis de rencontre parce qu'en fait, j'ai été fidèle, tu vois, pendant tout mon couple, etc. J'ai fricoté un peu quand on était plus jeune, tu vois, mais vraiment. Mais déjà, même quand on était plus jeune, en fait, il n'y avait pas les applis de rencontre. et en fait, j'étais au courant parce que je voyais bien, notamment les membres de la rédac de Mademoiselle, tu vois, qui parlaient d'OkCupid énormément. Alors, je sais pas si tu connais cette appli qui s'appelle OkCupid, qui est une appli que les lectrices de Mademoiselle ont énormément investi à un moment donné parce qu'il y a une forme. C'est une appli où tu parles beaucoup. D'accord. Tu te présentes beaucoup, il y a plein de questions, tu peux parler beaucoup de toi, etc., etc. Donc typiquement le genre de truc qui pouvait plaire au public de Mademoiselle à l'époque. Et en fait, au sein de la rédac et comme les lectrices, en fait, elles finissaient par en parler, quoi. Tu vois, donc j'étais là, ok, comment ça se passe ce truc et tout. Mais alors une fois que tu l'installes pour toi et que tu commences à le faire pour toi, ça c'est un autre délire, quoi. Vas-y. C'est quoi l'autre Alors délire ? déjà, t'as jamais fait, toi, des applis de rencontre ? Si, okay. Bien sûr, ouais. Déjà, faut se faire un profil. Ouais, mais ça, c'est toute une aventure. Voilà. Ça, c'est toute une aventure. Ah bah, vas-y, parce que je trouve que pour le coup, là, c'est bien genré quand même. Enfin, moi, j'avais j'avais un prisme très genré. Alors oui. Moi, je suis là, c'est déjà pas mal, ils vont pouvoir aller à la pêche, quoi. Tu vois ? Et ben, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, ok. C'est-à-dire que le truc est mal foutu d'une manière générale, parce qu'en fait, en voulant essayer de changer un peu les codes de la drague, au final, l'appli ne fait que les accentuer, que les reproduire et les accentuer en plus. Okay. C'est-à-dire que la différence d'expérience entre les mecs et les meufs sont très très différentes, vraiment. Ouais. Parce que d'un côté, les mecs matchent très peu. Ouais, donc, très peu. Comme d'hab, quoi. Et les meufs à fond, quoi. Et les meufs, elles ont des centaines de likes qui viennent de nulle part, des tas et des tas de messages. Elles sont inondées de messages, coucou, ça va, machin, en plus de trucs pour la plupart du temps inintéressants. Ouais. Et toi, si t'es là et que t'as une punchline un peu marrante ou un truc un peu drôle à lui envoyer, en fait, t'es noyé aussi, et je peux comprendre. Si bien que moi, la plupart des
des meufs que j'ai pu dater par la suite m'ont raconté qu'en fait elles avaient un peu un rapport d'amour-haine, si tu veux, à ces applis, parce que il y a un côté dès qu'elles s'y mettent, en fait elles sont floodées, enfin tu vois, elles sont inondées de messages, où elles sont en fait je sais plus où donner de la tête, c'est pas possible. Si elles commencent à matcher avec un mec et que ça se passe bien, il y a souvent beaucoup de chances pour que ça finisse en juste en fait j'ai envie de te baiser et puis c'est tout, quoi, tu vois, alors qu'elles elles viennent pas forcément chercher que ça. À la limite, si elles venaient chercher ça, c'était cool. Et toi, en tant que mec, t'as un peu ce truc bizarre de j'ai un peu l'impression d'envoyer des trucs dans le vide, en fait, tu vois. Ouais, c'est le somme total, non, en tant que mec. Ouais. C'est hyper dur. Et je crois que les filles ont du mal à comprendre comment ça se passe du côté des mecs, et que les mecs ont du mal à comprendre comment ça se passe du côté des filles, parce que sinon, moi par exemple, c'est le moment de parler de ce bouquin de Judith Duportail qui s'appelle L'amour sous algorithme, où elle a décortiqué Tinder sous tous les angles, etc. Si jamais un jour vous avez besoin de vous mettre sur Tinder d'une manière générale, ou même sur les applis de rencontre, parce qu'en fait elles fonctionnent toutes plus ou moins comme ça, il y a un truc où déjà, si tu payes pas en tant que mec, en fait t'es invisible. Ok. Vraiment. Donc si tu ne joues pas le jeu de venir passer à la caisse, en fait, tu vas matcher dans le vide. Parce que tu vas pas matcher dans le vide, tu vas swiper dans le vide, tu vois. Jamais personne verra aucune meuf verra tes swipes. Donc ça, déjà, faut le savoir. Et puis, il y a un truc où il y a une telle différence de façon d'utiliser l'appli et de la recevoir que ça crée un déséquilibre total, quoi. Oui, je comprends. Salut à tous, ici le Fab du montage. Je vous rappelle, si vous l'aviez pas entendu dans l'épisode précédent, qu'en fait cet épisode et ce podcast ont été enregistrés en septembre 2021. Et entre-temps, j'ai fait un épisode d'un autre podcast que je fais qui s'appelle Les Biscuits de la vie, où je parle plus globalement de ce rapport aux applis de rencontre, et notamment un peu plus tard dans l'année, parce que j'ai appris plein de choses. Donc voilà, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode comme d'habitude, quoi. Vous pouvez aller voir ou écouter comme vous le souhaitez. Parce que moi, ça avait été une super expérience. Parce que, alors c'est marrant, mais donc il y avait ce truc où je mets mon profil et je lui dis écoute, il voit que je suis là, et puis c'est tout. Et puis en fait, je sais pas, les messages que je recevais, ça correspondait pas du tout. Et en fait, je me suis dit mais c'est normal, tu donnes rien de toi, t'as mis une photo d'identité et puis et donc je me suis obligée à me présenter, et c'était toute une expérience, s'obliger à se présenter et pas juste je sais pas, miser sur le fait que t'es une meuf et que les mecs en face ils sont en alerte et que de toute façon ça va pécho. Bah non, en fait tu te présentes et c'était un truc de s'engager. Donc déjà me présenter, j'ai trouvé ça difficile et hyper intéressant. Et après, voir alors moi je m'étais inscrite sur différentes plateformes, je crois qu'il y avait Mythique. Et après il y avait un autre truc, bon bref. Et en fait voir tu vois, les profils des hommes qui apparaissaient, parce que moi je suis hétéro. Et ben ça m'a fait un truc de... Tu vois, moi ce que je voyais, c'était des pompiers, des profs, des journalistes. Et en fait, j'étais là, mais en fait, on est tous pareils, quoi. On veut se rencontrer. On veut l'amour. Et tu vois, il y a eu un truc aussi qui s'est détendu chez moi de l'homme prédateur, quoi. Tu vois, il y avait, en fait, c'est un parterre d'humanité, qui est masculin, parce que moi je cherche un homme, mais en fait, on se ressemble vachement, quoi. Donc ça m'a vachement détendue. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais hyper forte en drague par écran interposé. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille d'immigrés. Et j'ai un caractère, etc. Mais il y a eu tout un truc sur l'hyper-adaptation qui est très très fort dans mon éducation, parce que mon père voulait absolument que... Tu vois, le premier objectif de son éducation, c'était que je sois super intégrée dans cette société qu'il connaissait de loin, quoi, tu vois. Et donc, j'ai développé ce truc d'hyper-adaptabilité et je me suis rendu compte que sur des sites de drague,
et la manière dont tu vas déclencher une discussion, et puis surtout du rire. Et moi, je pouvais passer des soirées, mais à me marrer. Où tu vois, on s'envoie des blagues, et puis c'est tac, 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 tac. Et ça va hyper vite, et c'est drôle. Et puis, tu finis par donner rendez-vous. Et moi, quand j'arrivais au rendez-vous, en fait, en face, j'avais rien. C'est-à-dire que les mecs, en face, il y avait plus de corps, ils étaient soit totalement intimidés, soit ils étaient comme ça, mais l'appli, comme pour moi d'ailleurs, tu vois, leur permettait de se libérer, et donc il y avait un truc qui accrochait. Ah ouais. Tu vois, par écran interposé. Mais quand on se voyait, il y avait plus personne. C'était super bizarre. Et peut-être que je sais pas, hein, je sais pas, j'ai dû rouler 3 galoches, j'ai dû coucher avec un mec, et après j'ai été aussi avec un mec pendant quelques mois, une catastrophe quoi. Et donc je me disais, je crois que l'expérience du blog m'a vachement aidée, parce que j'ai compris. Parce que t'as un blog. Voilà, j'ai un blog que j'ai ouvert il y a 11 ans, sur lequel je blogue plus beaucoup d'ailleurs, mais c'est bien triste. Tu trouves? Oui. Ok, je vais reconsidérer ça, parce que justement, je me pose la question, mais réflexion à part. À cette époque-là, en fait, j'avais eu déjà pas beaucoup, mais 2 expériences pas super heureuse, tu vois, de rencontres avec des lecteurs ou des lectrices, pas du tout amoureuses, oui. Mais d'un truc où tu comprends que en ayant une image, les gens en fait ils projettent leur histoire sur toi quoi, et c'est totalement normal. Par contre, ça leur appartient totalement, et tu peux pas contrôler ce truc-là. Et il y a quelque chose où il y a une déformation en fait qui se fait par écran interposé, ce qui est normal. Mais du coup, il y a des fantasmes, il y a une sorte d'idéalisation, de mythification. Et puis quand tu rencontres la personne en vrai, c'est la cata quoi. Donc voilà. Et puis il y avait ce truc qu'on décrit beaucoup aujourd'hui tu vois, d'une sorte de montée d'angoisse comme ça, allez, je reste encore 1 heure ou une demi-heure, et puis en fait je vois des profils qui me plaisent, mais en fait le chat que je suis en train d'initier, c'est en fait exactement le même que celui d'hier, et de pas trouver un truc animal dont j'avais besoin dans la rencontre. Je l'ai pas vraiment rencontré, enfin je l'ai pas trouvé là-bas quoi. Après c'était pré-Tinder et tout, tu vois. Ouais. Et moi par contre je sortais vachement, j'allais en boîte, choper dans les bars quoi. Ouais. Bah oui. Bah ouais, c'était vachement bien. C'était avant le Covid. Hein. Non mais déjà c'était avant le Covid, mais figure-toi aussi que j'ai appris plein de choses sur moi, parce que donc comme je le disais dans un autre épisode, j'ai beaucoup de chance, parce que je sais pas comment dire, le goût pour la sexualité, il m'a pas quitté. Et autant la séparation m'a vraiment ébranlée, donc on en a parlé, je dormais plus, je mangeais plus, j'étais profondément secouée et ébranlée, j'étais mise en face d'une quantité d'anxiété, etc. Et mais ce truc de sexuel, ça m'a pas quitté. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à pas tomber, je sais pas, dans une forme de désespoir ou de trucs comme ça. Et je sais que c'est pas la réalité de beaucoup de femmes, notamment. Et voilà, si ça peut leur laisser un horizon positif, c'est cool. Et je me rappelle de cette fois-ci, justement, où j'allais préparer... En fait, j'avais déjà déménagé, je pense. Mais tu vois, t'as toute une phase où tu dois archiver ta vie d'avant. C'est terrible. C'est un truc de fou, quoi. Et je me rappelle de ce truc où... T'as mis où ton alliance, toi, d'ailleurs? C'est marrant, je l'ai mise dans une petite boîte, dans une autre boîte, sous une armoire. Et ma fille l'a ouverte il y a 1 semaine, tu vois. Elle m'a dit, ah, mais c'est ton alliance! C'est ton alliance avec papa! C'est hyper émouvant et tout. Et voilà, je l'ai laissé là. Je sais pas à quel endroit. Et je viens juste... Non, mais c'est fou, hein. Je viens juste de faire mon album de mariage, qui était il y a 16 ans. Il était temps.
pas très souvenir. Voilà, T'es pas très souvenir. Non, mais je suis un peu négligente. Ok. Et je me rappelle de ce truc-là où, voilà, t'as déménagé, t'as commencé cette vie séparée. Et puis, faut commencer à archiver, quoi. Et moi, comme j'avais toujours un pied dans cet appartement familial, vu que j'y allais une nuit sur deux, etc. Et que mes enfants étaient vraiment bas âge. De toute façon, quand t'as des enfants bas âge, tu vois, tu plies les vêtements parce que très vite, ton enfant rentre plus dans les anciens vêtements et tout ça. Et je me vois en fait dans d'une sorte de montagne de linge, de tout petits body. Et je suis en train de plier les petits bodys et tout. Et puis en fait, j'ai un truc qui me traverse et qui me dit, c'est fini, quoi. T'auras pas de troisième enfant. Et tu vois, je suis prise d'un sanglot, mais tu vois, un truc de commencer un deuil que j'ai toujours aujourd'hui, tu vois, qui revient par vague. Alors parfois, il n'y a pas de problème et parfois ça revient. Mais ce truc de t'auras qu'un père de tes enfants, c'est cet homme-là et t'auras plus d'enfants. C'est fini. Et ce troisième enfant que tu voulais, tu l'auras pas. Mais c'est... Alors que j'aurais pu l'avoir avec. Tu vois, j'étais toute jeune, etc. Mais c'était l'angoisse, en tout cas, qui m'a assaillie à ce moment-là, ou la pensée qui m'a traversée à ce moment-là. Et je suis prise dans un sanglot, tu vois, mais un truc qui vient de loin, quoi. Et je pleure. Et puis bon, à un moment, je fais une pause. Et je sais plus exactement, mais tu vois, je sors dans la rue, je dois aller m'acheter un disque dur, parce que je dois aussi archiver des trucs de l'ordinateur, tu vois. C'était le début des disques durs, moi j'y comprenais rien et tout. Et j'arrive dans un truc près de Beaubourg, là, un petit magasin près de Beaubourg, devant un mur de disques durs avec plein de caractéristiques différentes. Je comprends rien du tout, quoi. Et là, il y a le vendeur qui vient. Et moi, tu vois, je suis bouleversée par mon pliage de linge. J'ai la morvonnée et tout, tu vois, je suis toute rougeaude. Enfin, je suis vraiment dans un état de vulnérabilité, mais extrême. Et en fait, le mec s'approche de moi et il y a un truc électrique direct qui se passe devant le mur de disque dur. Et en fait, on s'est regardé avec le mec et tu vois, mais on s'est pas emballé devant le mur de disque dur, mais c'était presque ça. C'était fou. C'était une expérience folle. Et donc, je lui ai laissé mon numéro, on s'est revus. Ça s'est pas très très bien fini d'ailleurs. Mais c'était fou cette expérience, tu vois, de tout d'un coup, en fait, en étant totalement qui j'étais dans ce chagrin et cette vulnérabilité, en fait, en même temps, il y avait, tu sais, c'est comme si tous les murs étaient détruits, là, et que tout sortait. Et dans ce tout, en fait, il y avait un truc sexuel. Je sais pas, il y avait une phéromone que je devais dégager. Et c'était fou. C'était incroyable, cette histoire. Je me demandais où t'allais depuis ton pliage de linge, tu vois, parce que j'étais la meuf, on est censé parler de cul, là, et t'es en train de me parler de plier tes petits bodys, d'où ça vient, quoi. Et non, mais en fait, à ce moment-là, même si avec ce mec, de toute façon, je savais bien que ce mec, j'allais pas refaire ma vie avec, etc., mais c'était me laisser aller dans ce truc, tu vois, qu'on raconte pas et qui n'existe pas, normalement, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, ça, c'est pas perdu. Et donc, quand après tu rencontres des gens, des amis d'amis, quand tu vas en soirée, quand tu vas danser, il y a un truc comme ça de joie où t'es super dans la vie. Et puis je pense que faire la fête, c'est une forme de deuil aussi. C'est une manière de gérer ton deuil. Donc moi, c'est vrai que ça m'a aidé en fait. C'est très intéressant parce que t'es allé très vite sur le truc de parler de soi et de faire son profil en fait. Mais pour moi, c'est un truc qui est tellement compliqué à faire. Tellement compliqué. Parce que déjà, tu choisis quelle photo. Ouais, mais en fait, tu aimais des trucs mais ça, c'est fou. Et je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a pris une semaine. Des plombes. Ouais. Puis en plus, je le mettais à jour régulièrement, tu vois. C'est-à-dire que je changeais des photos. Je me disais aussi, tiens, en fait, peut-être que la façon dont je présente, parce que j'ai quand même
j'ai quand même un truc un peu particulier, tu vois, dans ma vie. Et moi, je préférais faire en sorte de mettre tout sur la table dès le profil, raison, tu vois. Donc, genre, moi, j'ai une vasectomie, en fait, j'ai 2 enfants, je suis divorcé. Et plutôt que d'avoir des meufs qui viennent m'engager, tu vois. Ouais. Et que après je me rends, par exemple, tiens, je voudrais des enfants, en fait, bah non, désolé. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas, sauf si c'est. En fait, et encore même pas, j'allais dire, sauf si c'est pour coucher ensemble, mais je crois pas, parce qu'en plus, je crois que je suis vraiment capable de tomber amoureux d'une meuf qui voudrait juste tomber. Enfin, tu vois. Ouais. On sait jamais de quoi. Non, mais ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est une expérience de vulnérabilité, tout simplement. Ouais. Tout simplement, c'est montrer qui tu es, tout simplement, ou qui tu voudrais être d'ailleurs. Mais c'est, moi, j'avais trouvé ça hyper dur. Et surtout, il y a un truc, je crois qu'il faut dire à tous les gens qui sont sur ces applis pour la première fois et qui l'ont peut-être pas fait plus tôt, etc. C'est que il faut pas le prendre perso. Moi, je prenais tout personnellement. Et il y a un sport national dans ces applis qui est le ghosting, en fait, tu vois, où les gens ils te répondent plus du jour au lendemain alors que tu as pu avoir avec eux des discussions parfois profondes, etc. Ah oui, non, ça m'est jamais arrivé. Hein. Et en fait, c'est affreux. C'est terrible. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai plutôt tendance à dire aux gens, écoute, je vais pas aller plus loin parce qu'en fait, ça m'intéresse pas vraiment, etc. Et au moins, tu clôtures le truc. Non, mais c'est vrai, il faut dire aux gens, en fait, non. Mais faut le dire, ouais. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était une expérience incroyablement riche pour moi, de dire non, en fait, je suis pas intéressée. Mais ça nécessite du courage, ça nécessite de prendre, peut-être pas forcément de s'expliquer ou de se justifier, mais en tout cas d'expliquer pourquoi et de permettre à l'autre de pouvoir clôturer le truc. Ouais. Et en fait, moi, il m'arrivait de pouvoir parler pendant 2-3 jours avec des gens, avec des filles, et puis plus avoir de nouvelles du jour au lendemain sans comprendre vraiment pourquoi. Et j'ai une amie qui m'a dit en fait c'est simple, c'est que peut-être elle avait personne d'autre sous la main à ce moment-là, et qu'elle a peut-être trouvé un gars qui l'intéressait plus ensuite, et que toi t'es passé à la trappe. Et c'est affreux parce que t'es obligé de te faire tes hypothèses pour clôturer toi-même. Et vous faites gagner beaucoup de temps si vous clôturez, alors que, si c'est votre désir de clôturez quoi. Ouais, ou alors faut apprendre à lâcher prise, parce qu'en fait, si évidemment, pas de l'autre bien sûr, qui fasse le taf pour toi, quoi. Disons que ce que ça m'a appris, c'est que ton désir en fait de rencontrer l'autre, il est tellement important que mais de rencontrer un autre, quel qu'il soit en fait, que les discussions vont être incroyablement drôles, que tout va matcher comme par hasard quand tu engages un truc, et en fait c'est très très surface, quoi. Rien ne remplace une vraie rencontre qui peut être occasionnée par oui, c'est ça, par l'appli, hein, bien sûr, je dis pas le contraire. On connaît tous des couples aujourd'hui qui se sont rencontrés sur une appli. Ça t'ouvre des horizons de toute façon que tu pourrais pas forcément rencontrer. Mais bien sûr. Des gens qui seront pas dans tes milieux, bien etc. Bien sûr, quoi. Incroyable. Ça, c'est plutôt très cool. L'autre truc qui est intéressant post-MeToo, tu vois, c'est que moi, j'ai des potes qui me disaient, mais pourquoi tu vas pas draguer dans les bars, tu vois. Et moi, je leur disais, mais moi, plus jamais je vais draguer dans un bar aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait... tu sais jamais qui t'es en face de toi, en tant que femme en tout cas, tu vois, et que en fait je crois qu'il y a vraiment un truc où moi je préfère me dire je veux pas rentrer dans une situation qui pourrait être compliquée. Mais c'est affreux. Ouais, mais vraiment en plus. C'est vrai. Mais vraiment, c'est pas pour faire ouin quoi, tu vois, c'est juste Mais c'est quoi exactement alors ? Parce que t'es pas, tu vas pas violer quelqu'un parce que tu la dragues. Ouais, mais en fait, le simple fait d'aller interpeller quelqu'un dans un bar à un moment donné où elle l'a pas forcément choisi, etc. Moi, je me dis, mais je préfère pas faire ça, en fait. Et d'un autre côté, comme je l'ai jamais fait, je sais pas si ça peut marcher. Ah oui. Alors, ce qui est vrai, c'est que, tu vois, on parlait de draguer dans les bars et tout. Moi, je draguais rarement des inconnus. Je sais pas faire ça. Je me rappelle, une fois, j'avais été, je sais plus, j'étais à l'étranger. Et, j'étais à Tel Aviv. Et à Tel Aviv, les gens, ils prennent les mêmes taxis. Ah oui. Et je me retrouve avec une nana qui me dit viens, qu'est-ce que tu fais je rentre chez moi. Non, viens, je vais à une soirée. Je trouvais ça tellement frais, tu vois.
Bah ouais, évidemment. Je rentre dans la soirée, donc tu ne connais personne. Et je me disais, oh, ce mec, je le trouve trop beau et tout. Je connais personne, je peux aller le voir. Et ben, j'ai pas réussi, tu vois. Alors que je connaissais personne, il n'y avait vraiment aucune conséquence. Mais bon, j'ai un petit problème avec le refus, tu vois, d'autrui, la peur d'être rejeté. Ouais, j'ai vachement peur de ça. Donc moi, je suis plutôt contente d'être une femme dans le sens où on n'attend pas de toi que tu inities. Mais non, quand je dis draguer dans des bars ou dans des soirées et tout, c'est souvent des amis ou des amis d'amis où je me sens en confiance. Et en fait, on en parlait dans un précédent épisode où je disais, mais le célibat, c'est un moment où tu apprends aussi à te connaître. Et du coup, j'ai aussi appris à appréhender plein de relations amoureuses, /sexuelles, /amicales, /amicales et sexuelles, plein de trucs. Où la première question, c'est est-ce que ça va marcher? Alors qu'en fait, tu te dis, bah, il n'y a pas de question, est-ce que ça va marcher, en fait? Là, ça marche, c'est top, tu passes un super bon moment, et l'avenir, on s'encarre. Ou même, l'avenir, on sait très bien que c'est pas une personne avec qui tu as envie de partager plus que ça. Mais c'est génial, c'est trop beau, ce qui se passe, c'est vrai, c'est authentique. Et donc, ça m'a fait découvrir quand même plein d'amours différents. Et ça m'a fait du bien quand même, Ça m'a fait beaucoup de bien. T'as tenté tout de suite de te dire ok, faut à tout prix que je retrouve l'amour avec un grand A. C'était moi vraiment mon angoisse, c'était je vais jamais retrouver un mec. C'est fini, quoi. Et avec l'idée de c'est la loose. Donc tu vois, avec tout ce dont on parle aujourd'hui, mais qui était pas décodé comme tel, en tout cas pas à l'échelle qu'on connaît maintenant, de ce poids de une femme sans un homme n'est rien, quoi. Et n'existe pas. Ça, si t'as pas un mec, tu n'es pas possédée par une paire de couilles. Voilà, t'es toute pourrite. Et du coup, ça m'a permis d'aller creuser dans cette faille là, et puis de me rendre compte que c'était n'importe quoi. Et du coup, là-dedans, comme dans ce qu'on racontait sur partir en vacances pour la première fois sans tes enfants, et ben en fait, il y a vachement de joie, quoi. Il y a vachement d'horizons qui s'ouvrent. Donc voilà. Je voudrais passer un message à toutes les meufs qui nous écoutent et qui sont féministes et qui sont en 2021, tu vois, peut-être en 2022 quand vous écouterez ce podcast, je ne sais pas. Quand tu dis justement qu'on attend des mecs de faire le premier pas, moi il y a un truc qui me fascine toujours, c'est de voir des femmes justement, tu vois, qui sont hyper dans le truc de moi je suis une femme indépendante, etc., etc., et qui ne font jamais le premier pas sur ces applis de rencontre notamment. Alors après dans la vraie vie c'est peut-être encore autre chose, tu vois, mais à la limite pourquoi pas. Là t'as pas grand chose à perdre, tu vois. Ouais, alors c'est marrant parce que du coup moi j'ai aussi pas mal cheminé là-dessus, moins au niveau politique qu'au niveau intime, et je me rends compte que en fait moi c'est personnel, mais moi il y a plein de choses sur lesquelles je suis j'ai des attentes genrées par rapport au mec qui provoque du désir chez moi, et un désir qui est sain. Il y a aussi ça, parce que et c'est moi, quoi un désir pas sain pour toi? Ben c'est un désir qui va te faire du mal, c'est un désir qui tu vois, de quelqu'un de qui il faut pas t'approcher parce que t'aimes cette personne, qu'elle est mariée, parce que je sais pas, parce que c'est un pervers narcissique, parce que plein de raisons font que parfois ton désir faut pas y aller, quoi. Mais parfois ton désir faut y aller, et moi je suis hyper féministe d'un point de vue politique. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas la même dignité, les mêmes droits, les mêmes salaires. Et il faut absolument qu'on se batte pour ça. Faut qu'on se batte pour la protection des femmes et des enfants, mais il faut qu'on se batte aussi pour la protection des hommes. En fait, on est dans une société hyper violente qui aime pas les femmes, mais qui aime pas beaucoup les hommes non plus en tant qu'humains. Bon, ça c'est ma vision des choses, et qu'on n'est pas dans une compétition.
Mais moi, j'adore les mecs qui initient, quoi. Donc, je le dis haut et fort, intimement. J'adore les mecs qui initient. J'aime et puis je peux aimer plein de mecs différents, mais en tant que compagnon, j'aime les alphas, j'aime les mecs hypersensibles. Donc c'est une sorte de cuisine qui est très intime et qui est pas politique. Et à cet endroit-là, si ton mec, il aime initier, bah c'est très bien, ça match. Et que ce soit sexiste n'est pas grave parce que c'est juste entre vous et c'est ce qui vous plaît et voilà, c'est donc cela étant dit, je sais pas s'il fallait en dire davantage, mais moi les fois où j'ai rencontré de but en blanc comme ça dans une soirée où ça se passe de manière très très simple en fait, hein, tu vois, sur un regard, sur un deuxième regard, et puis sur un rapprochement, et c'est très très simple, hein. Donc je sais qu'on parle beaucoup de consentement en ce moment et c'est une question qui est tellement fondamentale. Il y a tellement de jeunes garçons qui violent sans savoir que c'est un viol parce qu'on leur a même pas dit ce que c'était que le consentement et qu'ils en sont encore et qu'on en est encore à dire mais quand est-ce qu'on sait vraiment que de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs. Jeunes, les moins jeunes c'est encore plus difficile parce qu'ils ont été construits dans le non-consentement. Plus la meuf résiste, plus en fait elle te dit oui. Donc ils ont été élevés là-dedans. Donc il faut le déconstruire, mais déconstruire c'est dur. Ça prend du temps. Mais il faut absolument qu'on éduque les gens là-dessus. Mais dans le consentement, on peut pas comprendre le consentement sans comprendre des langages subtils qui ne sont pas dans signer en bas de la page. Là, c'est la première date. Là, c'est la deuxième date. Là, tu peux m'embrasser. Là, tu peux mettre la langue. Enfin, on n'est pas dans un protocole, quoi. C'est horrible. Et tu vois, je nommerai pas la personne, mais en fait, on est en train de totalement dévier, mais bon. Je crois qu'on va revenir au cul. Ouais. Non, mais enfin voilà, ça parle de ça sans parler de ça, mais tu vois, j'ai une copine qui est comédienne et en fait, on lui a demandé si pour un film, elle voulait faire des scènes de nu et tout ça, puis elle dit ok. Et en fait, on lui a dit, je crois que c'était un film américain. Donc on lui dit, vous allez avoir une sorte de consentment manager. Je sais, c'est peut-être pas consentment manager, tu vois, mais donc il y a une femme sur place qui va veiller à ce que vous consentiez à ce que vous faites pleinement, quoi. Et en fait, elle a fini par la dégager, la meuf, parce que elle-même. Donc, êtes-vous d'accord pour qu'il regarde vos seins? Êtes-vous d'accord pour qu'il touche votre sein? Êtes-vous d'accord pour l'embrasser, avec ou sans la langue, etc., etc. Tu vois? Et en fait, elle qui est dans son truc d'actrice, qui est dans un truc d'élan de vie, qui passe par là et qui effectivement peut-être que moralement ça se discute, j'en sais rien, mais c'est entre elle et à la limite entre elle et son époux, j'en sais rien, tu vois. Tout d'un coup, elle se sentait comme une femme horrible et perverse, et tu vois, parce que il y avait tout d'un coup ce regard et on est obligé d'essayer des choses parce qu'il y a eu tellement d'abus qu'on est obligé, on est dans une phase, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est dans une phase d'expérimentation après des millénaires de domination masculine. Donc c'est normal qu'on essaye et que il y a des trucs qui marchent pas, quoi. Et c'est pas grave en fait. Ouais, donc on doit pas se dire les féministes ont tort ou elles ont raison, etc. On est tous en process. Et si chacun pouvait essayer à son échelle quelque chose, et parfois ça marche pas, parfois un conceptment manager sur un set de cinéma où t'as des scènes de nu et des scènes d'amour, non, en fait c'est pas possible. Et voilà, et parfois tu dois avoir tes élans et donc voilà. Et donc je pense qu'il faut pas qu'on devienne comme Berlin où en fait c'est vu comme une offense en fait de draguer les femmes, et il y a plus de drague du tout, et je trouve ça affreux, Berlin, quoi. À Berlin, ouais. Je trouve ça affreux, et je regardais l'autre jour un documentaire d'une féministe justement des Pays-Bas. Elle s'appelle Sunny, donc ça s'appelle The Sunny Side of Sex. Et elle est allée dans 4 pays différents où en fait ils ont une sexualité vachement développée et une culture du sexe, tu vois. Et il y a l'Ouganda et il y a Cuba. Et en fait à Cuba ils sont
tout le temps en train de se siffler dans la rue, ils sont tout le temps en train de se regarder, de se draguer, et de s'apprécier. Mais mec comme meuf. Et mec comme meuf, ouais. Et mec comme meuf, ouais. Et c'est génial. Et puis voilà. Et puis en même temps, il y a un copain canadien qui me disait, mais vous en France, vous regardez, mais c'est hyper latin, quoi. Moi, même les meufs me regardent dans la rue. Bon, il est très très beau, hein. Mais tu vois, les meufs me regardent dans la rue, mais même, moi, je suis gênée, quoi. Mais c'est un usage français. Et on change pas les usages comme ça. Et lui, tu vois, au Canada, il me dit, mais personne ne se regarde. C'est un truc, voilà. Et bon, c'est une discussion qu'on doit avoir ouverte, mais on peut pas juste dire espèce de gros connard de harceleur, alors que en fait, non, les choses passe par des choses qui sont plus subtiles et beaucoup plus saines qu'on imagine. Donc, je pense qu'on met des choses un regard très très malsain. Parce que les choses vont aller trop loin sur des choses qui sont pas du tout malsaines et qui sont très très jolies. Tu vois ? Donc retourne draguer en boîte, quoi. Enfin, plus maintenant, mais... Oui. Non, mais je voulais reboucler sur le sexe. Et pour moi, surtout sur le renouveau du sexe. Ouais. Parce que pour moi, c'est un vrai truc aussi, tu vois. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, de retrouver un nouveau compagnon ou un nouveau mec ou des nouveaux corps, tu vois. Je sais pas, j'ai trouvé ça très naturel. Ah ouais? Ça ne t'avait jamais quitté? Non. Après, on était... Voilà, mais je sais pas, ouais, non, c'était... Peut-être que même c'était un grand désir de sortir. Ouais. Tu veux dire de changer d'horizon, ouais. Ok. Pour réinventer un truc. Pour réinventer un truc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je pense que dans les séparations, il y a beaucoup de quête de soi, en fait. Tu vois, c'est pas juste qui a largué qui, tu vois, qui est responsable de quoi. Il y a juste des cheminements qui se séparent à un moment donné. Et c'est très triste, hein. C'est vrai, c'est très triste. Je peux pas dire le contraire, mais c'est ce que tu disais, c'est la vie qui t'appelle, quoi. La vie qui t'appelle. C'est intéressant. Moi, de mon côté, ça a été assez fascinant, en fait, ce truc. Mais je crois que c'est plutôt le regard qui a, tu vois, d'avoir un nouveau regard sur mon corps, d'une manière générale. Ah bah ouais. De pouvoir avoir des je sais pas, des filles qui regardaient de façon complètement différente mon corps de ce que mon ex-femme pouvait faire. Ouais. Qui pouvait aussi m'embrasser différemment. En fait, comme je l'ai rencontré très tôt, je te dis, j'ai fricoté genre avec 2-3 meufs, tu vois, ouais. Mais en fait, j'avais eu quasiment aucune. Ouais, bien sûr. Aucune expérience. Aucune autre. Ouais. Oui, mais ça, c'est un truc de fou quand même. Donc c'était vraiment, c'était intéressant comme période, vraiment. Et d'avoir une forme de renouveau et de réexploration, tu vois, où t'avais la sensation d'avoir énormément exploré avec quelqu'un pendant des années, en fait. Et que d'un coup d'un seul, tu te rends compte qu'en fait, il y a un autre chemin à côté, ouais. Et peut-être encore un autre. Ouais, peut-être encore un autre, etc. Ouais. C'était assez intéressant et bouleversant, en fait. Et surtout, après, je crois qu'il y a un autre truc aussi, moi, que je voulais partager. C'est un peu le côté de remettre aussi le sexe à sa bonne place. Parce que quand tu finis par aussi peut-être avoir des relations sexuelles avec quelqu'un où il n'y a pas un grand élan d'amour, etc., je trouvais ça intéressant de venir se dire, ok, en fait, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour moi? Et je trouvais que c'était hyper intéressant de se dire, est-ce que c'est... je vais pas le faire de la même façon que je pouvais le faire avec mon ex-femme, en fait, forcément. Et ça a cheminé énormément de choses en moi, dans mon rapport à mon corps, dans mon rapport à mon désir, dans mon rapport au respect de l'autre, tu vois. Par exemple, je sais que ça m'est arrivé 2 fois, peut-être, de me retrouver dans un date où il n'y avait pas grand-chose qui passait, tu vois, d'électricité. Mais en fait, je crois que la personne en face, elle avait envie de coucher avec moi. Moi, je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Et après, je me suis retrouvé
dans un vide intersidéral à l'intérieur de moi. Je l'ai fait une première fois en me disant, je sais pas ce qui va pas, mais en fait, je me sentais vraiment pas à ma place, pas à l'aise. Enfin, tu vois, j'étais pas bien. Ça m'est arrivé aussi, ouais. J'ai fait une deuxième fois et je me suis dit, ah, mais non, c'est ça, en fait. Et plus jamais, quoi. Vraiment plus jamais. Où je sais que ça m'est réarrivé, en fait, dans un date d'avoir... Tu veux dire de te forcer? Ouais, plus de jamais, me forcer. Ouais. Je me suis pas vraiment forcé en plus, parce que tu vois, il y avait vraiment un truc de, bon, écoute, hein, let's go. Parce que tu vois, je me suis pas non plus dit, envie, machin. Non, mais c'était plutôt, il y avait pas une folle envie, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant. Et puis, bah, ça va me faire découvrir un nouveau corps. Et puis, je vais voir, parce que j'avais besoin aussi de découvrir des corps. Mais en fait, non, c'était pas du tout ça qu'il me fallait. Et en fait, ça m'est réarrivé après dans un date et j'ai préféré dire à la meuf, écoute, je suis désolé, mais on va s'arrêter là, quoi. Tu vois, c'est cool. Et j'allais beaucoup mieux. Oui, bien sûr. Mais parce qu'on a l'impression que plus t'as du sexe et plus t'as réussi. Voilà. Où il y a un truc de, en fait, il vaut mieux finir par coucher ensemble que de pas coucher ensemble. Bah non, en fait. Faux. Bah non, faux. Totalement faux. Tu le payes tellement fort, mais ça tu le sais. Enfin, tu le sais pas avant de l'avoir testé, quoi. Ouais. Mais bon, je pense que dans le sexe, il y a plein de choses que tu peux pas, qu'il faut tester. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est tellement dans l'expérience et dans les corps et dans ce que tu ressens que, bah, si tu l'as pas fait, tu peux pas savoir si ça te plaît pas ou pas. Et on n'a pas, je pense qu'il y a une mythologisation du sexe qui est hyper forte, où ça doit être merveilleux et sublime. Ben non, en fait, parfois c'est pourri, quoi. Parfois c'est pourri et parfois t'es pas là où tu voudrais et parfois mais c'est pas grave du tout, hein. Et ça fait partie du truc. Et parce que je trouve que par contre c'est à cet endroit-là que moi j'ai développé le plus d'intégrité. C'est là où tu vois, t'as une sorte de jonction dans la connexion à l'autre, au moment, à toi, à ton désir, qui fait que c'est là où t'arrives à dire le plus ça j'aime pas, et ça c'est moi. Et oui, il y a des terrains d'exploration, et puis bah non, il y a des terrains où non, en fait j'ai exploré et j'en veux plus. Et ben si t'as pas fait les expériences, c'est un petit peu difficile mais faut pas en vouloir à l'autre. Tu vois, je sais pas, il y a tellement de jugements sur lui c'est un sale coup, elle c'est une grosse salope. Ben non, en fait on est du même côté du lit. Non mais ceci dit, je crois que mais j'ai entendu, alors après j'ai pas beaucoup de potes mecs, tu vois, avec qui je peux échanger justement sur les expériences sexuelles. J'ai plutôt des potes meufs qui m'ont raconté des trucs, et apparemment et même des dates aussi qui m'ont raconté des histoires parfois très très compliquées d'incapacité des mecs à se connecter, Bien sûr. Mais putain, c'est un fléau, ça. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Alors après, il se trouve que moi j'ai fait du tantra, etc. Donc une autre manière de voir la sexualité aussi. Et la prof, elle avait dit un truc génial. Elle avait dit you want to feel sexy, but you don't know how to feel anything. Donc vous avez envie de vous sentir sexy, que vous soyez homme ou femme, alors que vous savez pas ressentir du tout. Donc c'est pas possible, en fait. Si vous voulez vraiment être dans ce type de sexe-là ou de sexualité-là, bah va falloir apprendre à ressentir. Et en fait, j'ai vachement raccroché les bouts avec ce qui s'est passé devant le mur de disque dur. Parce que là, j'étais tellement dans un ressenti qui était, tu vois, tellement cru, quoi, tu vois, c'était tellement authentique, ce chagrin et tout, qu'en fait, il y a quelque chose de sexuel qui est passé, alors que c'est pas ce qu'on imagine. Tu vois, on imagine qu'une meuf sexy, c'est une meuf en talons de 12, avec des gros seins, mais en fait, ça n'a rien à voir du tout. Et je pense que c'est vraiment un des super pouvoirs des humains, quoi. C'est de pouvoir faire l'amour en étant... pas d'utiliser, parce que c'est pas un mot très très joli, mais de vivre ce moment-là comme un moment où tu peux être totalement là, quoi. Mais les mecs n'ont pas appris à être totalement là. Ouais. Les mecs, ils apprennent à être dans leur projet, remplir leur mission, tu vois, et là il y a un potentiel
de plaisir, de réunion, de non-peur en fait, qui est juste énorme quoi, énorme. Et tu vois, bon après il y a eu le porno en plus, donc tout est revenu à un truc de très frictionnel. Et quand t'es pas du tout sur un truc frictionnel, mais que t'es vraiment dans juste essayer, tu vois, d'être là, comme quand tu danses, comme quand tu vois, bah c'est fou quoi, c'est juste génial, et ça change tout. Mais ça change. Et ça change tout en fait, et ça change pas uniquement l'acte sexuel, pas uniquement ta relation à l'autre personne, mais toute ta relation à toute la vie quoi. Oui. Tu vois, c'est ça qui est. Et après, du coup, ça revient à la bonne place. Et t'as pas besoin d'utiliser des meufs avec des lèvres entrouvertes pour vendre du shampoing. Tu vois. Je me demandais où t'allais avec les meufs. Excuse-moi, je digresse totalement. Comme tu le vois, j'avais vraiment besoin de parler de sexe. Non mais en tout cas, cette histoire de, tu sais, c'est Esther Perel qui avait parlé de ça, de on est monogame. Esther Perel, elle est psy. Ouais, et psy de couple. De couple. Elle a fait un super TED d'ailleurs sur l'infidélité que je vous invite à regarder. Je vous mettrai les notes dans les liens. Qui est magnifique. Qui est magnifique. Et qui est mieux que son livre d'ailleurs. Ouais. Ça peut vous faire gagner des heures de lecture. Le TED est mieux. Et en fait, elle dit que bon, on se décrit comme monogame. Et c'est vrai que c'est un projet politique en fait. C'est pas un projet intime, la monogamie. Et en fait, elle dit bah déjà la monogamie c'est je sais plus comment elle le dit, mais c'est par séquence quoi. On est monogame avec une personne, puis monogame avec une autre personne, puis monogame avec une autre personne. Donc à la fin de ta vie, en fait, est-ce que si t'as été monogame avec 10 personnes, est-ce que tu peux vraiment dire que t'es une personne monogame? Tu vois, c'est hyper intéressant. Et voilà, cette période de célibat, ça peut être une période de telle émancipation. Que voilà, moi en tout cas j'aurais bien aimé qu'on me dise à l'époque, attends, le célibat c'est pas du tout la loose, c'est pas du tout pose tes jugements sur le côté, ça pèse trop lourd et sors quoi, va explorer le monde et ouais je crois que ça m'aurait été utile d'entendre ça. Je crois qu'on va conclure là-dessus. Oh génial. Non, j'ai envie de mic drop. Paf. Mais oui, si ça vous intéresse de venir nous raconter votre expérience, de venir nous partager aussi des témoignages, des apprentissages que vous auriez pu avoir par les applis de rencontre ou par la drague ou par le sexe aussi, n'hésitez pas à envoyer une note vocale. Vous pouvez appuyer sur le bouton dans les notes de cet épisode pour réagir, et puis après vous pouvez m'envoyer une petite note vocale, c'est très sympa, ou également par mail, que vous faites une note vocale sur votre téléphone, que vous enregistrez grâce à votre téléphone portatif tout simplement, et vous me l'envoyez sur cet email qui s'appelle vocal@fabflorent.com. Fab Florent, ça s'écrit comme Fabrice Florent, FABFLORENT, c'est comme le prénom. Allez, des bisous, salut. Salut.